14 mars 2024, ici Danick Julien. Voici votre bulletin d'information communautaire, Info, c'est JFR. Nous discuterons avec Laurie Leroux, la nouvelle directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf. Le président de l'UPA de Portneuf, Christian Hébert, sera des nôtres pour parler des enjeux que vivent les agriculteurs. Charles nous offre deux reportages, l'un sur la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf, l'autre sur les nouvelles installations à Saint-Gilbert. Et finalement, Arthur était du côté de Donnacona samedi pour le match 4 du Metal Perro contre les Loups de la Tuque. Bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Depuis le début du mois de février, le Centre de services scolaires de Portneuf a une nouvelle directrice générale. Il s'agit de Mme Laurie Leroux, qui cumule plusieurs années d'expérience en tant que directrice d'établissement scolaire. Pour en apprendre plus à son sujet, j'ai réalisé une entrevue. La voici. Alors, nous avons en ligne avec nous Mme Laurie Leroux, la directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf, pour parler de son entrée en poste. Elle est en poste depuis la fin du mois de janvier. Bonjour, Mme Leroux. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous? Ça va super bien. Donc, le poste de directrice générale du CSS de Portneuf, en quoi ça consiste exactement? En fait, un poste de directrice générale d'un centre de service, c'est d'assumer un leadership dans toute la réalisation de la mission et des objectifs du centre de service. Okay. Donc, je travaille en collaboration avec un conseil d'administration. C'est moi qui conseille la gouvernance au niveau du centre de service. Toujours vraiment là, dans l'intérêt des jeunes, puis d'avoir une gestion de proximité avec les besoins des élèves là, du centre de service de la région. Donc, je m'occupe des services, des ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles, les services éducatifs, bien entendu, le secrétariat général. Donc, on est tout le monde, là, une équipe pour s'assurer de rendre les meilleurs services possibles aux enfants. Il y a combien d'établissements scolaires dans le CSS de Portneuf? Oh, il y en a une vingtaine, je vous dirais. Présentement, je suis en train de les visiter, d'ailleurs, un à un. Donc, j'ai fait certaines régions. Je suis séduite par les établissements. On a 3 écoles secondaires, donc un centre d'éducation aux adultes avec des points de service, formation professionnelle, puis, là, je dirais une quinzaine d'établissements primaires là, qui sont sous notre juridiction. Madame Laurie Leroux, directrice générale du CSS de Portneuf, ça ressemble à quoi votre parcours là, en fait, le parcours que vous avez fait qui vous a rendu en tant que directrice générale du CSS de Portneuf? En fait, bien, moi, j'ai un parcours qui m'a vraiment bien préparée à la fonction. Je suis une enseignante au préscolaire primaire de formation. Donc, mais je me définis comme étant plus une directrice de profession qu'une enseignante, là, parce que j'ai enseigné à peu près 5 ans au Centre de services scolaires de Montréal, bien qu'originaire de Québec. Puis, à la suite de ça, j'ai enseigné aussi au Centre de services scolaires de la capitale pour ensuite faire le saut vers l'adaptation scolaire au niveau de l'enseignement.
Je me suis retrouvée directrice adjointe d'école secondaire, puis j'ai été directrice d'une école d'enfants à besoins particuliers au niveau de la psychopathologie pendant 5 ans, un mandat régional, donc qui vraiment accueille des élèves de toute la région 0312. Puis ensuite, j'ai été au service éducatif à l'adaptation scolaire et aux services complémentaires du Centre de services scolaires de la capitale pour finir par être directrice d'une grosse école secondaire de 2200 enfants, 200 membres du personnel dans les 7 dernières années. Bien voilà, me voici directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf, un centre de services quand même que j'ai choisi parce que, moi j'ai un pied à terre là, quand même dans la région. C'est quand même une région que j'affectionne beaucoup et j'aime le format du centre de services qui me permet de faire de la gestion là, à échelle humaine parce que c'est important pour moi. Et le milieu portneuvois, est-ce que, au niveau de l'enseignement, il est semblable là, aux autres milieux que vous aviez visités, comme à la capitale nationale, par exemple? Oui, tout à fait. En fait, une école, c'est une école avec les jeunes qui sont là, les membres du personnel, les équipes qui sont dévouées. Je vous avouerai que je suis sous le charme, je suis très séduite par les environnements que je visite. Donc, des écoles qui ont un caractère unique, des communautés autour des enfants. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour le centre de service. Je suis très bien accueillie et je trouve facilement mes points de repère là, parce que j'ai toujours été dans le milieu de l'éducation. Donc, ça se passe bien pour moi. Vous avez parlé de contact humain dans votre poste et dans votre façon de voir les choses. Est-ce que ça fait partie de vos objectifs pour le CSS de Portneuf de prioriser le contact humain? Tout à fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je trouve très important d'aller visiter les environnements. Puis quand je dis visiter, c'est pas juste visiter, c'est interagir avec les membres du personnel, avec les enfants, comprendre les réalités aussi parce qu'elles sont très différentes d'une école à une autre. Ce contact-là me nourrit, en fait, puisqu'on souhaite, l'objectif qui est visé, c'est vraiment de s'assurer du meilleur service aux enfants pour leur permettre de développer leur plein potentiel, puis aussi d'assurer une réussite scolaire. Madame Leroux, il y a plusieurs dossiers dans l'ensemble d'un centre de services scolaires et Portneuf en fait partie également. Justement, on peut penser à des dossiers comme l'éducation à Pont-Rouge, par exemple, mais il y a des enjeux importants qui touchent les jeunes directement. Ça ressemble à quoi, selon vous, les enjeux que vivent les jeunes en parcours scolaire en ce moment, en 2024? En fait, on parle beaucoup, c'est sûr qu'on parle. Notre mission première, en tout cas, ou du moins une des premières missions, c'est vraiment instruire, hein? Instruire, socialiser, donc qualifier aussi les jeunes. Alors, la réussite éducative des enfants, la persévérance scolaire, c'est vraiment des objectifs là, auxquels on doit s'attarder dans toutes les actions, les gestes qu'on pose. C'est sûr que dans les dernières années aussi, on parle beaucoup de saines habitudes de vie, on parle aussi de la santé mentale des jeunes. Donc ça fait aussi partie des priorités puis des enjeux là, avec lesquels on a à composer. Puis bien entendu, on est dans une ère où c'est le plein emploi. Oui. Donc, on a aussi là, des défis là, au niveau du recrutement, puis de s'assurer d'avoir l'ensemble du personnel auprès des jeunes, des adultes, des enfants, dans les services, etc. Donc, je vous dirais que ça va quand même bien, mais on doit se préparer à ça. On doit aussi s'assurer de la rétention du personnel, donc être près de nos gens, prendre soin de nos gens, puis aussi travailler en collaboration avec eux. Donc, à l'image de ce qui se passe au Québec, il y a également là, dans les centres, en fait, dans les écoles de Portneuf, là, une certaine pénurie de personnel? J'oserais pas dire une pénurie parce qu'il nous manque pas tant de gens, là. Okay. Mais il faut les recruter. Alors, il faut recruter des gens, il faut former aussi les gens, les accompagner. Ça, c'est important pour s'assurer qu'ils vivent une expérience positive dans les environnements. Mais présentement, on a à une personne près presque tout notre monde. Okay. On est vraiment quand même là, ça va quand même bien.
Puis tout cela, ben, en anticipation aussi des prochaines années, parce que la réalité au Québec, ben, va être la même pour nous ici. Donc, vous avez peut-être vu là présentement une nouvelle initiative. Là, en tout cas, ceux et celles qui sont abonnés à notre page Facebook peuvent voir des capsules Lumière sur nos fiertés qui vont présenter sous forme de podcast toutes les fonctions, les rôles, les métiers qui s'exercent dans un centre de service. Alors, de l'enseignant, la secrétaire, donc on va faire des capsules qui vont présenter et mettre en valeur la compétence de nos gens. Madame Laurie Leroux, directrice générale du Centre de services scolaires de Portneuf, je vois le temps qui passe et on est vers la fin de notre entrevue. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On va avoir l'occasion, j'imagine, de se reparler au travers de votre mandat. Donc, félicitations pour votre entrée en poste et merci d'avoir été des nôtres. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire là, à la population qui nous écoute en terminant l'entrevue? Bien, en fait, j'en profite pour vous remercier de votre accueil parce que je reçois un accueil chaleureux, d'une grande qualité. Alors, je me sens bien accueillie, je me sens bien accompagnée dans mes fonctions. Puis, ça me fait plaisir, puis c'est un honneur pour moi d'occuper le poste que j'ai actuellement. Madame Laurie Leroux, merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui nous écoutent sur le web, il y a présentement un problème de diffusion sur le câble. On travaille pour le régler. Poursuivons avec le bulletin d'information. Dans les dernières semaines, nous avons parlé des chambres de commerce de l'Est de Portneuf et de Saint-Raymond. Pour compléter cette série de reportages, Charles Laviolette s'est entretenu avec Jean Pierneau. Voici son reportage. Des dizaines d'organismes s'activent sur le territoire portneuvois, parmi eux les chambres de commerce. Dans Portneuf, elles sont 3. On s'est posé la question, est-ce que les chambres de commerce sont toujours pertinentes en 2024? Ont-elles toujours une utilité? Aujourd'hui, nous rencontrons Jean Pierneau, le président de la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf. L'organisation est bien implantée sur le territoire depuis plus de 20 ans et elle compte environ 125 membres, surtout des gens d'affaires. Jean Pierneau répond à notre question, mais laissons-le d'abord présenter les origines de la Chambre de commerce de l'Ouest ainsi que le territoire qu'elle dessert. La Chambre de commerce de l'Ouest du comté, c'est venu au monde avec le regroupement de 2 chambres de commerce à l'époque, dans le début des années 2000. Okay. À cette époque, on s'est donné un premier plan de restructuration, de réorganisation, d'accompagner ou de revitaliser le territoire de l'ouest du comté avec des projets ciblant le développement durable, en ciblant aussi des potentiels, donc reconnus. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2010, on a refait une espèce de grande réflexion où on est rendu puis où on s'en va. Puis là, ben, on remarquait que l'indice de vitalité des municipalités de notre territoire était comme beaucoup plus faible qu'ailleurs. Puis là, c'est là qu'on s'est donné une structure vraiment de développement durable qui se positionne sur nos ressources locales et sur nos potentiels. Le pointage pour choisir un projet, bien, il va y avoir très peu de pointage qui va être donné sur la visibilité du projet, mais ça va être beaucoup plus tôt sur comment ce projet-là peut mettre en valorisation des ressources locales, comment il va créer d'emplois, comment il va être innovant. C'est sur ces critères-là qu'on va évaluer un projet. Puis souvent, bien, c'est des projets qui vont demander 2, 3, 4, 5 ans de préparation, comme le projet actuellement le Centre provincial en biomasse et énergie. Bien, c'est un projet ça fait déjà 5 ans qu'on est à l'implanter. Donc, c'est très, très long parce que c'est des nouvelles technologies, c'est de la nouvelle information, puis il manque beaucoup d'expertise. Donc, on prend notre temps, mais on va réussir. On a un compteur d'énergie aussi qui est installé sur le système de séchage du combustible pour connaître la quantité d'énergie pour sécher 1 tonne de combustible copeaux, de verre à 20 %. Donc, le centre, c'est un centre de recherche aussi. En fait, au cœur de notre mission, c'est la revitalisation. L'Ouest de Portneuf, commencé, c'est un milieu rural qui est multi-ressources. Hein?
Il faut comprendre que la biomasse, c'est une matière première qui appartient à la ruralité. La biomasse, ce n'est pas les centres-villes. Donc, pour une fois, les villes ne peuvent pas nous compétitionner. Il faut se rappeler aussi que la biomasse, il y en a beaucoup de résiduels qui est non valorisé. Donc, dans le projet de centre provincial d'expertise, c'est d'apprendre à transformer, à détourner, pour commencer, puis à transformer et valoriser en énergie la biomasse qui, présentement, est complètement abandonnée. Tu sais, c'est le milieu rural qui, présentement, est inondé pour produire de l'énergie avec des gros barrages pour éventuellement, la grande partie de l'énergie s'en va en ville. Hein. Donc, c'est aussi en milieu rural qu'on veut installer des éoliennes. Mais c'est encore une fois le milieu rural avec sa biomasse qui est enfouie, okay, qui est une solution. C'est pas nécessairement la solution, mais qui est une solution qui va servir l'ensemble du Québec en plus. La réponse peut être très longue, comme elle peut être très courte. C'est qu'on s'est adapté aux besoins de notre milieu. On a adapté nos actions en fonction d'un plan directeur qu'on s'est donné, un premier en 1999, et qu'on a renouvelé en 2010. Donc, le milieu ici avait besoin de porteurs de projets. Parce que souvent, les plans directeurs sont sans moyens et sans porteurs de projets. La structure de la Chambre de commerce ici nous permet une agilité décisionnelle qui est hors de l'ordinaire, qui nous permet de porter des projets quand même, des fois de plusieurs millions, mais on a une agilité de réalisation, donc on a une souplesse décisionnelle. C'est ce qu'il n'y a pas souvent dans les très grandes organisations où ça devient très, très complexe au niveau de mettre en œuvre une action. C'est les retombées de ces actions-là qui vont faire en sorte qu'on va garder nos écoles, qu'on va garder nos commerces de proximité. Il faut comprendre que si on ne met pas en place les conditions pour créer de l'emploi localement, bien, on va réduire notre clientèle scolaire, puis il y a des écoles qui vont être en problème. La ville de Saint-Raymond a déjà fait travailler sa petite araignée sur la rivière, sa pelle à l'araignée sur la rivière Sainte-Anne, afin de briser les glaces de la rivière pour mettre toutes les chances de son côté pour prévenir les inondations printanières. Plus de 2 km ont été parcourus par la pelle. On entend les explications du maire, Claude Duplain. Vous avez sûrement vu que nous avons fait les travaux de la pelle araignée sur les rivières. Ce qui est pas mal plus tôt qu'habituellement, vu le redout. Et on pensait justement que la rivière, l'épaisseur de glace était pas mal moindre que l'année dernière. Et on avait peur là, que si on attendait trop, que la pelle araignée n'aura pas le temps de faire le tracé. Parce que il faut quand même qu'elle puisse se tenir sur la glace pour pouvoir travailler. Fait que comme vous avez vu, ça a été beaucoup moins long parce que l'épaisseur de glace faisait que ça a facilité le travail. Donc, on remercie beaucoup là, à nos travailleurs qui ont travaillé avec la pelle pour l'aider à ce que tout aille bien. Aussi dans le bulletin d'information, toujours lors du conseil de ville de Saint-Raymond, il était question du passage de la ministre Geneviève Guilbeault dans la ville il y a 2 semaines. On vous rappelle qu'elle a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour les routes de Portneuf. On avait appris que Saint-Raymond obtiendrait une partie de ce financement pour le renseigner. Claude Duplain a donné plus de détails sur les travaux à venir. C'est 1,9 million qu'on a eu exactement pour les travaux sur 2 tronçons. Le tronçon 1 débute du Rang-Saguenay jusqu'au numéro civique 488 et le tronçon 2 du numéro civique 815 jusqu'à environ 300 mètres après la traverse du Rang de Sainte-Croix. Cela représente 3,6 km de route au total. Les travaux sur ces 2 tronçons consistent en une reconstruction de la chaussée, du rechargement et le pavage. Cette annonce est importante pour l'amélioration de la route du Rang-Saguenay, considérant que les nombreuses résidences et le fait que ce rang représente la porte de l'entrée de la vallée Bras-du-Nord et de la ZEC Batica-Nelson et d'une partie du parc des Laurentides.
La municipalité de Saint-Ubalde dispose dorénavant d'un nouveau château d'eau. Le nouveau silo est complètement noir. Il fait 48 pieds de hauteur. C'était nécessaire pour Saint-Ubalde de changer ses infrastructures d'eau, comme l'ancien, vieux de près de 50 ans, n'arrivait pas à offrir une pression d'eau acceptable à l'ensemble des quelques 1400 résidents. De plus, l'ancien bâtiment s'élevait à 125 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que le nouveau est à 148 mètres au-dessus de ce niveau. Selon ce qu'on peut lire dans le courrier de Portneuf, l'emplacement du silo a changé pour être plus à proximité des pompes. Celles-ci sont raccordées aux 2 puits de la municipalité qui vont chercher l'eau à 55 pieds de profondeur sous terre. Les travaux ont coûté 4,2 millions de dollars, ont été subventionnés à une hauteur de 70 % par un programme du gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral a investi 816 000 $ dans le projet. Les Jeux du Québec se sont déroulés à Sherbrooke cette année. Des athlètes de Portneuf se sont démarqués dans l'équipe de la capitale nationale. On peut regarder du côté de la gymnastique, par exemple. Le Portneuvois Thomas Marcotte a remporté une médaille d'argent dans l'épreuve Omnium équipe mixte. En trampoline par équipe, Thomas Marcotte a également remporté une médaille d'argent ainsi qu'une médaille de bronze pour l'épreuve synchronisée. La photo a été fournie par l'équipe, l'unité de loisirs et de sport de la capitale nationale. Plusieurs autres athlètes portneuvois ont participé aux Jeux du Québec de Sherbrooke. Au total, l'équipe de la capitale nationale a récolté 10 médailles d'or, 15 d'argent et 26 de bronze. Dans les affaires policières, le 8 mars, les policiers de la MRC de Portneuf, en collaboration avec la coordination en drogue niveau 1, le NRC au Québec, les maîtres chiens et 2 membres du poste de la MRC de Jacques-Cartier de la Sûreté du Québec ont effectué une importante perquisition en matière de stupéfiants dans la municipalité de Portneuf, dans une résidence. Sur place, les membres ont saisi près de 200 grammes de cocaïne, des munitions et du matériel servant au trafic de stupéfiants. Un homme de 25 ans a été arrêté et s'expose à des accusations de possession en vue de trafic de cocaïne et de trafic de stupéfiants. Donc, le 2 mars dernier, les policiers de Portneuf ont quant à eux procédé à l'arrestation d'une femme de 45 ans de Québec à Saint-Raymond pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un prélèvement sanguin a été effectué et soumis pour analyse. Le 5 mars, ils ont arrêté un homme de 69 ans de Pont-Rouge avec les capacités affaiblies par l'alcool également. Plus tôt, l'individu avait été impliqué dans une autre collision avec un véhicule et a quitté les lieux. Des accusations de délit de fuite pourraient donc s'ajouter. L'éthylomètre a permis d'établir qu'il conduisait malgré un taux d'alcool plus de 2 fois supérieur à la limite permise par la loi. Ce lundi, à Saint-Gilbert, on annonçait la construction d'une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi on a annoncé l'aménagement de locaux au centre d'innovation. Charles Laviolette était sur place. Voici son reportage. Les professionnels et les travailleurs autonomes qui ont besoin d'un bureau ou d'un local pour leurs activités ont une nouvelle option à Saint-Gilbert. En effet, un nouveau projet vient tout juste d'être finalisé dans la municipalité. C'est le bâtiment municipal qui est concerné. Des rénovations ont été réalisées dans le local à l'extrémité ouest du bâtiment, un endroit où se trouvait auparavant un appartement. Les travaux permettent premièrement de libérer 4 espaces, dont 3 bureaux fermés. Ces espaces sont disponibles pour quiconque souhaiterait louer au mois ou à la semaine ou le temps d'une soirée. Une subvention du gouvernement provincial de 75 000 $ a permis de mener à terme les travaux, de même que la contribution de 8 000 $ de la Caisse des Jardins. La Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf loue déjà des locaux à Saint-Marc-des-Carrières et ne remplit pas la demande. Daniel Perron, maire de Saint-Gilbert, explique que de tels locaux répondent à un besoin qui est plutôt régional. Nous, notre besoin de la municipalité était de remplir ces bureaux-là, de les mettre à l'utilisation, de les rentabiliser. Une fois qu'on sort de Saint-Gilbert, on arrive dans la chambre de commerce au sens large, dans l'ouest de Portneuf, qui, elle avait les besoins. Alors, on se complétait. La deuxième partie des travaux touchera l'entrée secondaire du bâtiment, qui est maintenant accessible aux personnes à mobilité réduite.
La nouvelle entrée a coûté 155 000 $, financée à hauteur de 100 000 $ par le Fonds pour l'accessibilité du gouvernement du Canada. L'entrée adaptée permettra au local d'être utilisé comme lieu de vote lors des élections fédérales et provinciales. À ce sujet, on écoute le député fédéral conservateur Joël Godin. Effectivement, moi je me souviens très bien en 2015, les gens de Saint-Gilbert ont eu droit de vote. Il a fallu qu'ils aillent voter ailleurs. Il y avait des pôles dans une autre municipalité pour permettre effectivement, parce que la loi de Élections Canada avait été changée et les normes s'étaient pas respectées, mais ça avait été de façon assez particulièrement annoncée, à la dernière minute, improvisée, et tout le monde a été pris par surprise. Et moi, le premier, mais sachez que c'était ma première campagne électorale. Alors, je ne connaissais pas l'historique de Saint-Gilbert à cette époque-là. Et je me souviens d'avoir fait des représentations auprès d'Élections Canada. Et ils ont facilité, mais le dommage était fait. Ils ne pouvaient pas avoir de pôle ici pour l'élection de 2015 pour le gouvernement, pour le député fédéral. Au retour de la pause, on discute avec M. Christian Hébert, le président de l'UPA de Portneuf, au sujet des conditions de travail des agriculteurs et des producteurs agricoles en 2024. Restez des nôtres. La deuxième saison de la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est officiellement commencée. Ben oui, Kéliane, jusqu'au 6 mai 2024, les Verts, les Bleus et les Jaunes vont s'affronter ici au Cinéma Alouette. Oui, c'est à tous les lundis à 19h et les postes vont ouvrir à 18h30. Ah, t'as oublié de dire que c'était gratuit ce coup-là. Sérieux Jean-François, t'es vraiment pas dans le. Faut vraiment pas. Derrière chacune de tes passions, il y a une foule d'options. Découvre le métier qui te ressemble. Au Québec, il y a presque 300 000 chasseurs et tout près de 700 000 pêcheurs. Leur activité entretient tout près de 28 000 emplois. C'est pas rien, ça. Je m'appelle Samuel Gendron et je vais vous en parler en 2024 avec ma nouvelle émission Chasse et pêche dans la peau. Des entrevues, des reportages, de l'information sur la biologie des animaux. Attendez-vous à des découvertes. Ça va dans le compost, ça? Non, c'est juste un petit bout d'oignon. Pardon? C'est juste un... Ce petit bout-là dans le compost, monsieur, ça rend mes sols plus fertiles. Ah, mais ça fait moins de poubelles pour moi! Mais moins de poubelles. Moins de gaz à effet de serre. Ouais, fait que ton petit bout d'oignon, là, il fait un méchant bout pour la planète. Coucou! Si ça se mange. Ça se composte. Exact. Ça, c'est bien dit. Le gouvernement du Québec a annoncé son budget provincial hier et l'Union des producteurs agricoles du Québec est déçue de voir que rien n'est prévu pour aider les agriculteurs. La semaine dernière, à Rimouski, des producteurs se sont rassemblés pour réclamer des programmes de soutien. Une autre manifestation aura lieu demain à Charlevoix. Qu'en est-il de la situation dans Portneuf? Pour en parler, nous avons avec nous Christian Hébert, président de l'UPA de Portneuf. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir, Danick. Merci d'être des nôtres. M. Hébert, comment vont les producteurs agricoles du Québec ces temps-ci? Pas bien du tout, hein? On approche d'un point de rupture. Il y a un an, on était déjà dans l'inflation. On voyait déjà que ça allait être une année difficile. On avait fait un très grand sondage à travers le Québec, hein, à travers toutes les différentes productions. Hein. La majorité des producteurs, plus de 60% des producteurs, se demandaient comment ils allaient finir l'année. N'était pas positif par rapport à l'avenir. Hein. La moitié de ceux-là disaient que, tu sais, s'il n'y avait pas de mesures concrètes qui allaient être prises, ils allaient fermer les livres avant la fin de l'année. Hein. En plus de ça, on a eu un été catastrophique l'été passé avec les intempéries
Port-Neuf. Hein. La même chose pour la MRC de la Jacques-Cartier. On était en plein dans le corridor de la pluie. Tandis que dans certaines régions, entre autres en Abitibi, où il y a eu des grandes sécheresses qui ont entraîné là, les feux de forêt, bien ici, on a été dans la flotte tout l'été. Mois après mois, on s'en souvient, juillet, août, plus de 300 mm de pluie. Hein. C'était catastrophique. Hein. Et que ça s'est additionné à la crise inflationniste, hein, qui fait que aujourd'hui, là, c'est catastrophique. 60% de nos producteurs dans notre secteur ici ont demandé des moratoires à la financière agricole du Québec. Ça veut dire que tu appelles la financière agricole et ton institution financière, puis tu dis, moi, je paye juste les intérêts sur mon prêt, je suis plus capable de rembourser, faire mes paiements, je rembourse plus de capital. Et tandis que, exceptionnellement, dans notre secteur ici, dans Port-Neuf, mais c'est ça à travers le Québec, ça pouvait arriver une fois pendant l'année, des fois peut-être pas, que les gens se servaient de la loi fédérale qui permet une médiation. Une ferme ne déclare pas tout de suite faillite. Hein. Il y a un encadrement fédéral où tu peux prendre un agroéconomiste, t'asseoir avec les créanciers, puis voir comment on va restructurer la production agricole pour la rendre rentable. Hein. Et ça, c'est un peu comme être au bord de la faillite. Hein. Ça arrivait peut-être une fois par année qu'on en avait un cas ici dans Port-Neuf, mais présentement, on en a 12. Hein. OK. Ouais. Et comment on peut expliquer, justement, on est, comme vous l'avez dit, dans la période inflationniste, il y a eu beaucoup d'impact, et justement, on a vu, bon, le prix des épiceries a augmenté considérablement. Comment on peut expliquer le fait que ça augmente, mais que les producteurs agricoles qui sont au début de cette chaîne-là n'ont pas, justement, là, suffisamment d'argent pour pouvoir poursuivre? Là, il y a différents facteurs. Il y en a un qui est choquant, parce que tu as parlé du coût à l'épicerie. Oui. Mais si tu regardes aussi les bénéfices qu'on fait dans les derniers trimestres, dans la dernière année, les grandes bannières, hein, pas pour rien que le gouvernement fédéral commence à leur taper sur les doigts, là, hein, parce qu'eux autres ont profité de la crise inflationniste, monté les prix, toutes les grandes bannières, hein, dans les derniers mois, ont fait des profits records, tandis que les sous ne se rendaient pas à nos producteurs. L'autre facteur, hein, c'est la production agricole, l'offre et la demande, ça ne fonctionne pas comme dans les autres secteurs parce que nos produits sont périssables. On travaille avec du vivant. Hein. Avec un exemple, la pluie de cet été. Oui. Ici, dans Port-Neuf, on a le plus grand producteur de patates, hein, au Québec. Hein. Si on met les autres producteurs de patates, hein, qu'on a ici dans Port-Neuf, ben, on produit plus de la moitié des patates que fait une province au complet comme l'île du Prince-Édouard. On pense souvent que c'est gigantesque, mais nous autres ici dans Port-Neuf, là, quand même, on en produit beaucoup. Mais quand Patate Delbecq a abandonné 40 de ses patates au champ parce qu'ils étaient pourris, là, hein, pour leur ferme, c'est catastrophique. Là, hein. Eux autres, mais l'autre 60 là, ils vendent au même prix, hein, aux bannières. Hein. Mais pour cette entreprise-là, l'inflation, là, le coût des intrants, les engrais qui ont explosé, le diesel, le carburant qui a explosé, les coûts d'entretien, les salaires, tout a monté. Fait que le producteur vend au même prix avec une marge de profit encore plus basse. Hein. Et là, ben, la chaîne profitant de ça va gérer ça avec qu'est-ce que je vais importer pardonnez-moi, très cheap de l'étranger pour compenser ça. Je vais pouvoir jouer avec les prix. Hein, et ben, ils font des centaines de millions, voire des milliards. Puis nous autres, au Québec, on gagne rien de ça. Hein. Hébert, la misère dans nos champs présentement. Ça serait quoi, M. Hébert, les pistes de solution? En fait, l'aide qu'on demande au gouvernement, ça serait quoi, en fait, qui serait le plus approprié pour la situation actuelle? J'ai fait la tournée là, de nos producteurs ici, hein, des concertations nationales aussi. Et là, demain, on va manifester à la Malbaie. On est plusieurs producteurs ici dans Port-Neuf. On a un autobus qui part du Chevigny à Deschambault. Hein. On va aller ramasser les producteurs à Québec. Hein. On fait toute la lignée comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la Malbaie. Hein. Et un point commun, on est conscient que les finances du Québec sont difficiles présentement, qu'il va y avoir un déficit. Mais il y a une chose, nos producteurs ici dans Port-Neuf, ce n'est pas des saint-nœuds. Hein.
Les gens disent, ah ben, vous quémandez des sous. Non, on ne quémande pas de sous. Hein. Quand ton producteur, parce que tu y mets une charge de travail administrative, des rapports, des mêmes informations à rentrer dans 3 rapports différents, déclaration de ci, déclaration de ça, toujours à refaire en double, et que ton producteur passe la moitié de sa journée devant son ordinateur à remplir ça au lieu d'aller au champ, là, bien là, ça, c'est une perte de sous. Oui. Et la gestion administrative du gouvernement, ils mettent des millions à traiter ces papiers-là. Des fois, on se demande même, y a-t-il quelqu'un qui les lit vraiment, nos papiers? Hein? Mais ça n'est une chose. Ça coûte rien. Hein? Deuxième chose, réciprocité des normes. C'est pas pour rien qu'on a vu là, les producteurs d'un pays à l'autre en Europe sortir. Hein? Les difficultés que vivent les producteurs, nos collègues dans l'Union européenne, c'est les mêmes qu'on vit ici. Hein? On nous a demandé, et on nous a demandé d'avoir des normes environnementales très élevées. On en est fiers. On travaille pour l'avenir. On nous demande d'avoir des objectifs là, de carboneutralité. Hein. Bien sûr, on a des conditions de travail qui sont excellentes au Québec. Hein. Quand tu compares avec le Mexique, qui paye à même pas 2 piastres de l'heure. Hein? Ouais. C'est ridicule. Hein? Et ça, c'est quand c'est des travails spécialisés, parce que sinon, c'est pas surprenant de voir un travailleur 2 $ par jour. Hein? Et là, tous ces produits-là qui sont faits où ils mettent des produits qui sont même pas homologués, des produits qui sont cancérigènes au Canada, mais tu peux le faire ailleurs, l'appliquer sur les produits, les faire rentrer par nos frontières et là, détruire, déstructurer notre économie puis notre production. Bien là-dessus, c'est le rôle d'un gouvernement de mettre son poing sur la table et de dire « je vais protéger mes frontières et je vais protéger la santé de mes citoyens. Hein. » Parce que les gens, quand ils vont à l'épicerie, se demandent jamais « est-ce qu'ils ont mis un produit cancérigène ou mutagène hein, sur mon fruit ou sur mes légumes? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu injecter à un animal pour avoir la viande que je vais... » Ben non, le monde dit ben, ils doivent produire comme nous. Hein. C'est pas le cas. Monsieur Hébert, bon, l'Union des producteurs agricoles, comme vous l'avez dit, vous allez être du côté de la Malbaie demain. On a ciblé on voulait le faire devant un bureau d'un député. Hein. Okay. On le fait au bureau de la députée de Charlevoix, Karianne Bourassa. Hein. Pas pour rien, cette journée-là, demain, le ministre Fitzgibbon va être dans la région. Investissement dans bien des secteurs, investissement dans l'éolien, de façon douteuse que les citoyens se demandent, mais où on s'en va comme société là-dedans? Hein? Des milliards de dollars donnés à Norvolt, hein? Directement, des milliards donnés dans l'aérospatial. Hein? On les voit, l'argent sortir un peu partout, hein? Mais quand c'est le temps de travailler pour le plus gros secteur des matières premières du Québec, l'agriculture et l'agroalimentaire, il y a 0 sous. Fait qu'on va être là. Et aussi, ben, c'est un clin d'œil dans les dernières semaines, derniers mois, le scandale des cocktails à 100 $. Hein. Ben, nos producteurs agricoles, quand ils ont les points que je t'emmène, puis veulent en parler à leurs députés, puis disent j'aimerais ça emmener ça au ministre, hein. Ben, de se faire répondre, ben, donne 100 $, hein, puis tu vas peut-être pouvoir rencontrer le ministre. Ben, elle, cette députée-là, c'est la record woman de la capitale nationale qui en a drôlement abusé. Hein. Mais nous autres, on va y aller, puis on va dire, là maintenant, on ne veut plus passer par la députée, on ne veut plus le ministre, hein. On veut parler directement au premier ministre du Québec de nos enjeux, et non, on ne payera pas 100 $ pour pouvoir parler à nos élus. Hein. Monsieur Hébert, on va vous réinviter assurément pour parler de ça. On va suivre également la situation. Je vois le temps passer et on est à la fin de l'entrevue. Donc, en terminant, je vous avais dit, bon, il va y avoir justement beaucoup de producteurs agricoles de Portneuf qui vont être là demain là, pour la manifestation. Oui. On va être des centaines de producteurs à Charlevoix. Je pense qu'on a déjà une 60aine de tracteurs. Hein. Fait que le convoi qu'on va faire sur 9 km, je vous invite à suivre ça. Écoutez les revendications. Comme j'ai dit, on n'est pas des saint-nœuds, on ne demande aucun sou. Hein. Quand on voit le budget de l'agriculture, puis on nous dit
qui ont augmenté le budget, mais quand on regarde ligne par ligne, en fait, là, il y a moins de sous que v'là 25 ans on investissait en agriculture. Quand tout a augmenté, hein, on coupe dans l'agriculture. Et si vous entendez un député ou un ministre dire ben on donne 1,2 milliard dans l'agriculture, ben dites-vous qu'il y en a près de la moitié de ce sous-là qui ne va pas à l'agriculture, c'est détourné vers le financement de municipalités, hein, dans des fonds d'investissement, partout, sauf aux gens qui en ont besoin. Hein. On est la province au Canada où il y a le moins de sous investis dans l'agriculture. Et quand on compare avec nos voisins du Sud, les États-Unis, qu'on se dit très conservateur, libéral au niveau économique, bien, ils investissent 3 fois plus de sous dans l'agriculture qu'au Québec. Alors, M. Hébert, je vous remercie. C'est tout le temps que nous avions pour l'entrevue. C'est un plaisir. Merci d'avoir été des nôtres. On poursuit dans InfoCJSR. Ce centre d'archives régional de Portneuf a présenté mardi soir à Saint-Casimir la première partie de son projet de collecte de patrimoine immatériel nommé Les Chantiers de la mémoire. Le projet, ça consiste à réaliser des reportages avec des aînés de Portneuf. Père Tremblay était sur place pour la projection des premiers reportages. Voici ce qu'il en a retenu. Au CHSLD de Saint-Casimir avait lieu ce mardi une projection un peu spéciale, des témoignages d'aînés. 4 résidents de ce centre d'hébergement racontaient des pans de leur vie dans de petites vidéos de 8 minutes chacune. Des récits parfois émouvants, parfois drôles. Le plus beau souvenir de ma vie, c'est quand mon mari m'a rencontré sur le pont de Saint-Casimir, qui était réchauffé un peu. Il y a des fois, là, je suis couché, là, et puis ça me revient, je pense à ça. Il s'agit des 4 premiers témoignages d'un projet appelé Les Chantiers de la mémoire. C'est un projet initié par le Centre d'archives de Portneuf. Alors, on est dans l'amorce de ce vaste projet, qui est un projet de collecte, dans le fond, de patrimoine immatériel, des témoignages, des savoir-faire. Et on a voulu... donc, au sortir de la pandémie, on sait comment les aînés, ça a été extrêmement difficile, comme nous aussi, mais particulièrement ce groupe-là. Puis au centre d'archives, on se disait, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les aînés? Comment on pourrait leur rendre hommage? Comment on pourrait leur redonner la parole? Alors, c'est là qu'on a eu l'idée de faire ces petites histoires de vie, ces récits de vie. Alors, chacun a sa propre histoire. Elle est importante. Puis c'est l'histoire de notre région, c'est l'histoire de nos bâtisseurs. Pas d'instruction. Bon, c'est ça, peut-être. Puis ça me fait assez de quoi, c'est aujourd'hui. On voulait le faire en milieu de CHSLD. Alors, on l'a fait. On a approché Saint-Casimir et on va le faire aussi avec Saint-Raymond. Au total, on va avoir 8 courts-métrages qui vont être réalisés, qui vont venir nourrir, dans le fond, la banque de mémoire immatérielle qu'on va posséder au centre d'archives. Et on a l'intention de poursuivre dans les prochaines années dans cette perspective-là. On veut d'ailleurs ouvrir avec la réserve faunique, tout le patrimoine musical aussi. Pour réaliser les films, le Centre d'archives a fait appel à la maison de production de Deschambault-Grondines, Les Vues du fleuve. Moi, je trouvais qu'on avait un privilège de pouvoir faire la rencontre de ces aînés-là qui ont tout un vécu inconnu de la majorité des gens. Après chaque rencontre, on avait envie de vieillir. On avait retiré des leçons. Bien, la vie nous semble passer vite. Quand une dame nous raconte avec détail un moment de son enfance, quand elle traversait la rivière, avec autant de précision puis d'émotion, on se dit « OK, il faut profiter du temps présent. » De la providence. Je vois des dos en allant me cacher à travers les pianos. Le projet a été financé par la MRC grâce à un fonds provincial, par le député Vincent Caron et les caisses populaires.
Les films seront mis sur le site web du Centre d'archives et diffusés par plusieurs médias. On veut que ça soit diffusé le plus largement possible. Et d'ailleurs, on a l'intention de travailler avec les partenaires régionaux, tels que CJSR, pour voir à la diffusion de ces films-là. Surveillez donc la programmation de CJSR. Vous y retrouverez peut-être de beaux témoignages d'aînés. Ce week-end a eu lieu le 4e match de la série opposant le Métal Perrault de Donnacona au Loup de la Tuque dans la Ligue de seniors 3A du Québec. Avant le début du match, le Métal Perrault tirait de l'arrière 3-0 dans cette série. On rappelle que l'équipe dirigée par le directeur général Luc Thibault avait terminé au 5e rang lors de la saison régulière, malgré l'excellente première moitié de la saison. Voici notre reportage sur le 4e match du Métal Perrault de Donnacona. C'est le 9 mars 2024 à Donnacona qu'a eu lieu le 4e match de la série opposant le Métal Perrault au Loup de la Tuque. À ce moment, dans cette série, Donnacona tirait de l'arrière 0-3 avec 2 défaites en prolongation. Le public était au rendez-vous alors que la foule était comparable à la semaine d'avant, c'est-à-dire plus de 1100 personnes étaient présentes à l'aréna de Donnacona. Mon collègue Arthur Bordelot s'est entretenu avec Luc Thibault, directeur général de l'équipe en prévision du match. Voici ce qu'il avait à dire. On tire de l'arrière 3-0 présentement. On a perdu 2 matchs en prolongation à la Tuque et on a perdu la semaine dernière à domicile aussi. Ça fait qu'on fait face à l'élimination ce soir puis on veut y aller pour renverser la vapeur. Lors des séries, le Métal Perrault attire énormément de spectateurs. Voici à nouveau Luc Thibault. Bien, les séries éliminatoires, les partisans sont très amateurs. On a eu plus que 1100 personnes la semaine dernière. Puis ce soir, d'après moi, à voir la quantité de personnes qui rentrent présentement, je pense que ça va être encore la même chose. On y croit, on fait du hockey parce qu'on y croit jusqu'à la fin. Puis ça va être avec cette attitude-là qu'on va rentrer dans le match ce soir. Lors de ce match, les Loups de la Tuque ont ouvert la marque à 28 secondes de la première période avec un but de Pierre-Olivier Rochette. Un peu plus de 2 minutes plus tard, Vincent Lapalme compte à nouveau pour la Tuque, apportant le match 2-0 à la fin de la première période. En deuxième période, Donnacona s'inscrit sur la feuille de pointage avec un but de Jason Imbeau à 8 minutes de la période. Six minutes plus tard, Donnacona récidive avec un but d'Alexandre Roy qui permet d'égaliser la rencontre. Par contre, moins d'1 minute après ce but, les Loups de la Tuque ont riposté grâce à un but de Clovis Chouinard. Vers la fin de la deuxième, Jason Imbeau a compté à nouveau pour le Métal Perrault de Donnacona avec un deuxième but du match pour égaliser à nouveau la rencontre. En troisième période, Vincent Lampron et Vincent Mignot des Loups de la Tuque ont compté, donnant ainsi à leur équipe la victoire avec un score final de 5-3. Quelques batailles entre joueurs ont été déclenchées dans ce match bien important pour les deux équipes.
Dans l'entrevue réalisée avant ce match, Luc Thibault expliquait que les matchs ont été très serrés tout au long de la série. Le voici. Des matchs en prolongation, on va se dire les vraies choses. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Le match la semaine passée, ici à domicile, on a dominé 48 minutes de jeu, on menait 3-1. Puis ça s'est effondré dans les 12 dernières minutes. Fait que, tu sais, c'est vraiment une série qui est serrée. Puis je pense que même là-dessus, s'ils sont fair avec nous autres, ils diraient même que ça pourrait être 3-0 pour nous aussi. Ça fait que c'est ça. Ça fait que ça va. On s'attendait à une série longue. À date, c'est pas parti pour ça parce qu'on a échappé 3 matchs, mais comme je vous dis, ça pourrait être 3-0 pour nous aussi. Au terme de la rencontre, le Metal Perrault a été éliminé en raison de sa 4e défaite face au Loup de la Tuque. Les troupes de Luc Thibault seront de retour l'an prochain. C'était Danick Julien pour CJSR en collaboration avec Arthur Bordelot. On poursuit dans le bulletin d'information Info CJSR du côté de l'entrevue que j'ai réalisée avec Julie Trudel la semaine prochaine à Donnacona. C'est le dernier arrêt de la tournée Contact Emploi Portneuf. Pour parler de tout ça, voici cette entrevue. Nous avons avec nous en ligne Mme Julie Trudel qui parle de la tournée Contact Emploi Portneuf. C'est le dernier arrêt qui va avoir lieu la semaine prochaine et bon, ça sera à Donnacona. Bonjour Mme Trudel. Bonjour Danick, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, effectivement, oui. Ça va être la dernière activité de la tournée Contact Emploi Portneuf qui va avoir lieu vendredi prochain, le 22 mars, de 10h le matin à 16h au centre d'achat de place Donnacona. Donc, la tournée Contact Emploi Portneuf, c'est un mini salon de l'emploi. Si je me rappelle bien, on s'était déjà parlé depuis, en fait, la première qui était à la fin 2023. C'est une petite formule pour un plus petit salon de l'emploi pour venir à la rencontre, justement, des gens, c'est ça? Oui, exactement. Dans le fond, c'est une formule toute simple qui se veut sans prétention et sans grosse organisation et donc sans de frais importants. Donc, on va être à place Donnacona et il va y avoir des entreprises sur place qui viennent. Ça ne leur coûte absolument rien pour être présent sur place et on invite les chercheurs d'emploi à venir rencontrer ces employeurs-là pour échanger avec eux des différents postes qu'ils ont disponibles. Et aussi, on invite les entreprises de Portneuf qui soient présents ou non à notre tournée de l'emploi à afficher leur offre d'emploi sur la plateforme Contact Emploi Portneuf. Et nous, on s'occupe aussi de faire la promotion de cette plateforme-là. Madame Trudel, c'est le 3e arrêt de cette tournée. En fait, vous avez commencé fin 2023 à Saint-Marc-des-Carrières. Ensuite, début de l'année 2024, c'était à Saint-Raymond. Pour Saint-Raymond, c'est à peu près combien d'emplois qui avaient été, d'employeurs qui avaient été présents pour cet arrêt-là? De mémoire, on a eu entre 12 et 15 entreprises qui étaient sur place, des représentants d'entreprises qui étaient là pour échanger avec les chercheurs d'emploi. Et là, en ce moment, ça ressemble à quoi du côté de Donnacona qui sera vendredi prochain? Jusqu'à maintenant, on a 10 entreprises qui se sont inscrites, mais ils ont encore là, environ jusqu'à mardi, je crois, de la semaine prochaine là, pour s'inscrire. Et pour votre tournée Contact Emploi Portneuf, est-ce que les types d'emplois sont un peu partout ou c'est vraiment spécifique, là? Je te dirais que c'est vraiment toutes sortes de types d'emplois parce que c'est vraiment des entreprises de différents secteurs d'activité. Donc, on a des gens du CIUS qui sont habituellement toujours là pour être, qui sont présents avec nous, qui ont vraiment toutes sortes d'emplois, mais on a aussi des entreprises qui sont dans le domaine du soudage. Donc, c'est vraiment là très diversifié, je te dirais. Donc, pour ceux et celles qui cherchent des emplois et qui veulent peut-être changer de domaine ou en découvrir d'autres, parce qu'à Portneuf, il y a plusieurs domaines possibles, c'est une invitation. Donc, à Donnacona, pouvez-vous nous rappeler la date exacte et l'endroit, s'il vous plaît? Oui, vendredi, le 22 mars, de 10h à 16h. Et vous allez nous trouver. On va être postés dans les différentes portes d'entrée du centre d'achat pour pouvoir diriger les gens vers les employeurs. Finalement, Mme Trudel, pour les employeurs qui désirent s'inscrire, est-ce qu'ils ont encore le temps, là, au moment d'enregistrer ça? Nous sommes le 13 mars. Est-ce qu'on a encore le temps de s'inscrire à la tournée Contact Emploi Portneuf? Oui, ils ont je te dirais, jusqu'au 19 mars pour me contacter. Ils peuvent le faire dans le 418-284-2552. Julie Trudel, qui est venue nous parler de la tournée Contact Emploi Portneuf, je vous remercie.
Hey, ça me fait plaisir. À bientôt, Danick. À bientôt. On poursuit dans le bulletin d'information du côté des écoles secondaires, parce qu'en parlant de la tournée Contact Emploi, il y avait une tournée des écoles d'employeurs. Donc, beaucoup d'employeurs se sont promenés autant à Saint-Marc qu'à Saint-Raymond. En moyenne, une bonne dizaine d'employeurs étaient présents dans les écoles secondaires pour montrer aux jeunes les différentes opportunités. Une trottinette électrique sera tirée au sort demain après le dernier salon, donc celui de Donnacona. Pour avoir des chances de l'emporter, les jeunes devaient visiter les kiosques et poser des questions aux ressources en place. Le CJSR était également sur place. Les rendez-vous RH ont eu lieu aujourd'hui dans Portneuf. Ils visent à outiller les employeurs et gestionnaires d'ici. Donc, c'est pour les ressources humaines surtout. J'y étais. J'ai parlé à nouveau avec Mme Julie Trudel, mais aussi avec le conférencier David Beauchemin. Voici cette entrevue. Ici Danick Julien, journaliste. J'ai avec moi Julie Trudel, qui est coordonnatrice pour les rendez-vous RH, accompagnée du conférencier, M. David Beauchemin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on est justement sur l'heure du midi des rendez-vous RH en ce 14 mars. Madame Trudel, pouvez-vous nous rappeler un peu c'est quoi le concept des rendez-vous RH? Donc, le rendez-vous RH, ça s'adresse à des gens qui sont des propriétaires d'entreprises ou des gens qui s'occupent des ressources humaines au sein des entreprises. Et le but de ces journées-là, c'est, dans le fond, de venir comme les nourrir, j'aurais envie de dire, venir leur parler aussi des sujets d'actualité, là. Et justement, vous aviez plusieurs conférenciers, dont M. Beauchemin. C'est quoi les thèmes qui sont apportés cette année dans l'édition? Oui, ce matin, on a commencé la journée avec M. René Vézina, qui est un journaliste bien connu au niveau économique, qui est venu nous dresser un peu le portrait de la situation économique. Qu'est-ce qu'on peut entrevoir dans les prochaines années, que ce soit au niveau des taux d'intérêt, l'employabilité, le chômage, le développement économique, etc. Et ensuite de ça, on avait notre ami David avec nous qui vient nous parler du sujet de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qu'on entend galvaudé de droite à gauche. On comprend pas nécessairement c'est quoi, puis on n'a surtout pas d'idée qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec ça dans nos entreprises. Fait que David était là ce matin pour nous parler de ça. Et justement, M. Beauchemin, l'intelligence artificielle dans les entreprises de Portneuf, est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur? Définitivement. Il faut juste se ramener à c'est quoi qui est important, à comment on peut aider les opérations. Il y a différentes règles qu'on peut s'imaginer. L'IA, c'est pas juste pour les grandes entreprises. Nous, on croit que ça peut être pour tous. Il faut juste, après ça, voir comment on l'intègre comme il faut, qu'est-ce que ça peut faire. On ne peut pas tout faire ce qu'on veut, mais on est définitivement capable de faire quelque chose. Et justement, vous avez fait une conférence aujourd'hui. C'est quoi que vous avez dit aux à peu près 80 personnes qui étaient là aujourd'hui? Oui, entre autres, on a commencé par démystifier c'est quoi l'IA, expliquer un peu c'est quoi cette grande boîte noire-là, de montrer des exemples. Puis après ça, on a embarqué dans beaucoup de cas d'applications qui ont déjà été faites par les entreprises, par des PME au Québec. Donc, de voir qu'est-ce que ça peut faire. Puis là, ensuite, cet après-midi, on va parler un peu plus des cas directs que les entreprises ici vivent pour essayer de voir des solutions au niveau de l'IA. Et on peut comprendre justement que ça peut faire peur, l'intelligence artificielle, mais ça peut quand même être utile là, quand on sait comment s'en servir. Exactement. Il faut l'utiliser avec modération. C'est un outil comme un autre. On dit, moi, je donne l'image, c'est comme une perceuse. C'est bien le fun, ça peut te servir des choses, mais encore des fois que le tournevis est nécessaire. Exactement. Ça, son stagiaire. Exactement. L'IA, ChatGPT, c'est un stagiaire. Il faut le voir comme ça. Et Mme Trudel, vous avez un autre conférencier cet après-midi. De quoi va-t-il parler? Oui. On va terminer la journée avec Martin Deschamps. Non, l'Espérance, je m'excuse. Ouais. Je suis toujours en train de leur baptiser, puis ils ne chantent pas pourtant. Fait qu'avec Martin l'Espérance, qui va venir nous parler sous le thème « Inspire, c'est ton choix ». Parce que souvent, quand on travaille avec les ressources humaines, on veut parler de rétention de ressources humaines, puis je pense que c'est inspirant en tant qu'entrepreneur de savoir, c'est-à-dire que c'est important en tant qu'entrepreneur de savoir qu'on peut devenir inspirant pour les autres, puis comment on peut être inspirant. Bien, je vous remercie à vous deux d'avoir pris le temps pour cette courte entrevue qui sera diffusée ce soir à CJSR. Hey, merci. 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 C'est ce qui complète Info CJSR. Rapidement en terminant, je vous rappelle qu'il y a une infolettre maintenant. Vous êtes capable d'aller sur le site web de CJSR, vous inscrire à l'infolettre. C'est très simple. En 2 clics, c'est fait. Et les vendredis après Info CJSR, vous allez recevoir toutes les informations nécessaires. Je veux également vous rappeler qu'il y a l'impro qui va avoir lieu lundi prochain où les Bleus et les Verts vont performer au cinéma Alouette et ça gratuitement.
Donc, merci à toute l'équipe, merci à nos invités. Donc, merci à Cédric, Tony, Arthur, Luc, Philippe, Charles, Aubert et j'en passe. On se laisse avec des images du Festival de la banquise de la semaine dernière.